Alors, simplement quelques informations sur la soirée. Cette soirée est organisée par le collectif Stop TAFTA de Rouen, qui regroupe un certain nombre d'associations et d'organisations et de simples militants et militantes qui sont convaincus du danger de la guerre aujourd'hui enclenchée par essentiellement les multinationales contre les peuples et la démocratie. Il nous a semblé important que cette campagne soit reprise sur la ville de Rouen contre le TAFTA, mais pour cela, évidemment, on a besoin tous d'être informés, tous d'être convaincus de la nécessité de faire barrage à ce projet, et c'est le sens de la réunion de ce soir. Et évidemment, nous vous appellerons, pour ceux ou celles qui partiront avant la fin, eh bien de revenir nous rejoindre au collectif TAFTA. Donc il y a l'adresse et puis dans le stand d'attaque qui est dans le couloir, vous pourrez laisser vos coordonnées afin d'être mis au courant de l'ensemble des initiatives que nous prenons et évidemment participer à nos actions d'éducation populaire, etc. Il faut que vous travaillez tous ensemble. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba de mon message. Cette idée de faire le collectif Stop TAFTA est une idée de génie. Et il faut la renforcer, il faut qu'elle touche de plus en plus de gens. Et je crois, comme vous allez entendre un certain nombre de très mauvaises nouvelles ce soir autour de ce projet de TAFTA, je voudrais vous dire d'abord la bonne nouvelle, comme Colette l'a dit aussi, celle-ci, on peut la gagner. Cette lutte-là, il est possible de la gagner. Pourquoi ? Parce que nous allons faire, comme nous disions, justement en 79-78, quand on travaillait contre l'ami, qui n'en était pas un, et qu'on comparait au vampire, à Dracula. Parce que le propre du vampire, c'est de ne pas supporter la lumière du jour. Et le propre du TAFTA, c'est justement de ne pas supporter la lumière du jour. Et quand on comprend ce qu'il y a dedans, et quand on a vu ce que ça nous promet, entre guillemets, pour l'avenir, tout de suite, j'ai vu des gens devenir vraiment tout de suite en colère, de dire « mais c'est pas possible, ce truc-là, il faut absolument se battre contre ». C'est en faisant connaître cet accord, en faisant connaître le vampire, qu'on l'expose à la lumière et qu'il se ratatine et il meurt. Et on l'a fait une fois, celle-ci sera plus difficile parce que c'est dans un cadre encore plus large, que ça couvre peut-être 40% de l'activité économique du monde, mais je crois que c'est faisable. Et je ne vous dirai pas comme ça si je ne le croyais pas. Et si chacun contribue à faire connaître les points principaux, ça suffit pour que les gens soient contre. Mais ce soir, j'espère que l'on va pouvoir partager plus que les quelques points essentiels. Parce que c'est complexe. Et il y aura beaucoup de moments où je vais dire, je ne suis pas certaine que, parce que c'est un accord secret. Le texte est secret. Nous n'avons pas droit à le lire. Nos parlementaires européens, même s'ils sont au comité commerce du Parlement, n'ont pas le droit de le lire. Monsieur Karel de Gucht, qui est le commissaire pour le commerce, les invite de temps à autre, et puis il leur raconte ce qu'il veut leur raconter. Il peut leur dire autant ou aussi peu qu'il veut, parce que même nos parlementaires n'ont pas accès au texte ni au compte-rendu de ce qui a été discuté dans chaque round, comme on dit, chaque tour de négociation. Et de ce fait, nous avons un document officiel qui est le mandat que tous les gouvernements, dont le gouvernement français, ont signé, mais qui est un document très général, et je vous dirai les points particuliers, mais vous allez voir aussi que la Commission
commencent à avoir peur et qu'il y aura des changements, y compris du côté du mandat. Maintenant, je pose le micro, j'enlève mon chandail parce que la chaleur humaine fait que... Et puis je vais m'asseoir, si vous permettez. Merci. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire avec l'histoire de cette affaire. Je vous ai mentionné l'accord multilatéral sur l'investissement de 97-98, quand la France s'est retirée, et puis d'autres pays ont suivi, et c'était fini. Mais même avant, en 1995, il y a eu une nouvelle institution de créer qui s'appelait, et s'appelle toujours, le Transatlantic Business Dialogue, le dialogue transatlantique des affaires, composé d'entreprises transnationales de part et d'autre de l'Atlantique, européennes et américaines, à peu près 70 entreprises en tout, et qui commençaient leurs travaux, qui continuent toujours et qui se sont élargis et multipliés. Et ils avaient un slogan. Leur slogan, c'était « Approuver une fois, accepter partout ». C'était à la fois un slogan et une ambition. Parce que tout de suite, elles ont commencé, parce que c'était que des entreprises, à travailler sur les régulations. Travailler par groupe, les gens de l'automobile d'un côté et de l'autre, les gens de la chimie ou de l'acier de part et d'autre. Enfin, c'est par secteur pour dire quelles sont les régulations qui sont des duplicata que nous pouvons éliminer. C'était ça leur premier travail. Accepter une fois, approuver partout, ça voulait dire accepter par nous, accepter par ceux qui font les produits chimiques, qui font les produits pharmaceutiques, qui font les véhicules. Si ça va pour nous, ben ça vous va automatiquement pour vous. Il y avait d'autres prémices pour cet accord. Il y avait le GATT, c'est-à-dire un accord de 1947, qui est petit à petit devenu l'OMC à travers des séries de négociations. Et l'OMC, c'est en 1994 qu'il est terminé, que l'OMC devient une organisation le 1er janvier 1975, où sont à peu près 140 pays au début, maintenant 150, mais déjà les transnationales étaient à l'œuvre dans les textes de l'OMC. Et je voudrais vous lire une citation de l'homme qui a dirigé le domaine des services à l'OMC depuis le début. Il est parti à la retraite maintenant, mais voilà ce qu'il disait des négociations. Il le disait dans une conférence privée que j'ai trouvée autrefois sur le site d'un cabinet d'avocats. Voilà. Sans les pressions énormes exercées par le secteur financier américain, en particulier des compagnies comme American Express et Citicorp, il n'y aurait pas eu d'AGCS et donc peut-être pas de cycle de l'Uruguay et peut-être pas de l'OMC. Les États-Unis se sont battus pour mettre les services à l'ordre du jour et ils avaient raison. Bon, là, il confessait, il avouait librement que les entreprises transnationales étaient vraiment au centre de ces négociations. Ils faisaient les textes et étaient assis à la table avec les négociateurs, et ça n'a pas cessé depuis. Mais une fois l'OMC construite, et on a commencé à négocier parce que
c'est une organisation où il faut aller toujours de l'avant. Et ils ont commencé un deuxième cycle de négociations qui s'appelait le cycle de Doha. Ils ont voté ça 2 mois après le 11 septembre 2001. Et à ce moment-là, le négociateur en chef américain disait « Ils peuvent abattre le World Trade Center à New York, mais ils ne peuvent pas abattre le commerce mondial et nous allons le porter en avant. » Tout le monde signe, et puis il ne se passe plus rien. Plus rien, parce qu'à l'OMC, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut qu'on soit d'accord sur tous les chapitres avant que l'on puisse signer. Et donc, 11 ans après, avec ce pauvre Pascal Lamy, avec qui j'ai eu beaucoup de bagarres, mais vraiment là, j'ai pitié de lui, parce qu'il est resté directeur général de l'OMC pendant 10 ans, pendant qu'il ne se passait rien. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas d'accord, que soit sur l'agriculture, soit sur un autre sujet, mais il n'arrivait pas à faire conclure ce cycle. Et pendant ce temps-là, les plus avides de commerce, en particulier les États-Unis, mais aussi pas mal de pays européens, se disaient, mais qu'est-ce qu'on fout là? Il faut vraiment passer à autre chose. Il faut faire une expansion du commerce, et si on ne peut pas le faire dans l'OMC, ben on va le faire autrement et ailleurs. Et ça donne le début, le coup de pistolet qui commence la course pour faire des accords bilatéraux et plurilatéraux. Et il y en a maintenant 3000. Quand on était là à lutter contre la GCS, un grand chapitre de l'OMC, et pour l'empêcher de devenir encore plus fort, on se disait, mais parce qu'on voyait commencer la tendance vers les traités bilatéraux, et on s'est dit, mais comment on va faire quand il y aura 1 millier de traités comme ça? On ne pourra plus. Pour nous, c'était une bonne chose que tout ça soit concentré dans une seule organisation, mais quand c'est partout, vous regardez n'importe où en Amérique latine, tous les pays d'Europe ont maintenant au moins 14 traités bilatéraux avec les uns et les autres. Hein. C'est impossible de suivre tout ça. Et pendant ce temps-là, alors ils se sont dit, si on ne peut pas avoir le gâteau, on va avoir quelques morceaux tout de même, et on va faire une expansion. Et dans chacun de ces nouveaux traités, il fallait aller plus loin que les provisions de l'OMC. Il fallait faire avancer la libéralisation. Il fallait qu'il y ait une baisse ce qu'on appelle les tarifs non financiers ou des barrières au commerce qui sont derrière les frontières. Il y a les barrières aux frontières, ce sont les droits de douane, et puis il y a des barrières derrière les frontières. Et comment on définit ça? Ben, c'est surtout des régulations, c'est surtout ce qu'ils appellent des entraves au commerce, qui sont très souvent tout simplement des protections du consommateur, des protections de santé publique, des protections pour l'environnement, des barricades devant un certain nombre d'ambitions commerciales, mais pour les négociateurs, pour les pays, et je dois dire pour nos gouvernements dans l'ensemble, il s'agit de barrières qui ne sont pas justifiables parce que ça réduit les profits des compagnies qui veulent les abattre et qui veulent les remplacer avec une liberté aussi totale que possible. Donc dans chacune de ces traités, il fallait être OMC+, aller plus loin que ce qui était dans l'OMC, et chacun de ces traités
et d'enregistrer avec l'OMC, qui reste le chapeau de tout. Mais à chaque fois, si vous avez signé la semaine dernière avec le Canada, il faut faire avec les États-Unis au moins aussi bien qu'avec le Canada. Et de préférence mieux. La règle du jeu, c'est toujours vous restez au dernier niveau que vous avez atteint, et puis, si possible, vous allez au-delà de ce niveau. Et aller au-delà, ça veut dire déréguler, inclure plus de produits, baisser les droits de douane. Alors maintenant, j'arrive quand même au TAFTA et à un autre traité que négocient les États-Unis en même temps, qui s'appelle tout simplement le traité transpacifique. États-Unis plus 12 pays du Pacifique, y compris le Japon. Alors, regardez ça géopolitiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, les États-Unis, ici, au centre, qui vont faire, ou qui pensent qu'ils vont faire, un traité avec l'Europe. Ça, c'est 40% du PNB du monde. C'est 2 milliards de commerce, 2 milliards d'euros de commerce tous les jours. S'ils le font simultanément avec l'Asie, ça va être environ 75% de tout le commerce du monde. États-Unis plus Asie, 75% facilement. Et chaque fois avec ce souci d'avoir les barrières les plus basses possibles. Quelle est cette stratégie? Il faut noter que dans ces deux traités, il n'y a ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil, ni l'Afrique du Sud, enfin, ni aucun des pays dits émergents. Et je suis certaine, je n'ai pas de preuves écrites comme ça, mais il semble que ça crève les yeux, que la stratégie, c'est de se dire, si on peut imposer ces mêmes règles à 75% du monde, tous les autres vont être obligés de suivre, sinon ils sont exclus. Ils ne feront plus commerce parce que tout le monde va, entre les 75%, tout le monde va commercer toutes les entreprises du monde vont vouloir commercer dans ce bloc-là. Et c'est, je crois, important de ne pas oublier cette dimension-là. C'est évidemment les États-Unis qui seront les plus favorisés ayant un traité de part et d'autre. Mais les Européens sont très concernés aussi. Alors je suis contente qu'en France et ailleurs, on appelle cet accord le TAFTA. Pourquoi? Parce que les Américains ne veulent pas qu'on l'appelle le TAFTA. Ils ne veulent pas, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà signé la NAFTA, dit ALENA en français, North American Free Trade Agreement. NAFTA entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et naturellement, ce traité a été vendu avec l'idée que ça allait créer de l'emploi et de la croissance, comme on nous dit maintenant avec le TAFTA, ou ce qui s'appelle pour les Américains le TTIP, et c'est le nom qu'on utilise presque partout, le TTIP, qui veut dire Transatlantic Treaty, Trade and Investment Treaty, Partnership, pardon, je dis tellement souvent TTIP que je ne sais même plus ce que ça veut dire, mais c'est Trade and Investment Partnership. Bon, les TAFTA vendus sur l'idée d'emploi et de croissance, aussitôt signés, dans les 2 ans, on avait perdu plus de 2 millions d'emplois au Mexique, plus de 28 000 entreprises mexicaines avaient fermé. Aux États-Unis, on les a énumérés, 680 000 et quelques jobs dans l'industrie. Au Canada, à peu près pareil. Ça a été des pertes d'emploi
partout. C'était pas win-win, c'était pas gagnant-gagnant, c'était perdant-perdant. Sauf pour ceux qui étaient évidemment les mieux placés. Alors les Américains n'ont aucune envie de rappeler ce souvenir-là en appelant le TAFTA. Parce que c'est trop facile, ça fait tout de suite titre. Et donc, ils l'appellent le TTIP. Et le titre est faux. Parce que Trade and Investment, commerce et investissement, c'est pas vraiment sur le commerce. On n'a pas besoin de faire tout ce tintamarre sur le TAFTA pour faire un traité sur le commerce. Pourquoi? Parce que les droits de douane sont déjà très bas entre les deux blocs, Europe et États-Unis. Il y a deux domaines où les droits de douane sont encore assez élevés. Et c'est tant mieux. L'un, c'est l'agriculture. Parce que si nous ouvrons nos frontières à l'agriculture américaine subventionnée, qui est faite sur des exploitations absolument gigantesques, au point où il n'y a plus que 2 millions et quelques d'agriculteurs aux États-Unis pour une population de 330 millions de personnes, c'est le déluge. En Europe, nous avons encore 13 millions d'agriculteurs et ceux qui seraient immédiatement écrasés, ce sont surtout plutôt les petits producteurs. Peut-être que la Beauce pourrait tenir tête, ça je ne sais pas. Mais ça serait la liquidation de toutes les fermes spécialisées, probablement de la production bio, quoique la production bio revienne aux États-Unis. Ça serait en tout cas socialement et écologiquement un désastre. Donc je ne suis pas du tout pour baisser les protections douanières de ce côté-là. L'autre domaine qui est moins protégé, ce sont les véhicules. Mais là aussi, je crois que c'est justifié. Enfin, je vous raconterai plus tard, et si j'oublie, vous me rappelez dans les questions, mais les véhicules américains n'ont pas les mêmes garanties que les nôtres. Elles sont plus chères et elles sont moins sûres. Mais en dehors de ces deux domaines, les tarifs douaniers sont de l'ordre de 2 ou 3%. Ce n'est pas la peine de se battre, avoir des négociations à Bruxelles, faire des réunions de 200 personnes pour dénoncer ça. Ça n'a aucune importance. On peut les mettre à 1%, ok, je veux bien. Mais ce n'est pas une grande réussite. Est-ce que c'est sur l'investissement? Oui, beaucoup plus, parce qu'il s'agit de donner beaucoup plus de liberté aux investisseurs. Pas du tout d'histoire, ils ne veulent pas avoir des histoires de contenu local. Ils ne veulent pas avoir ce qu'on appelle des indications géographiques, parce que pour les Américains, une bouteille de champagne, c'est générique maintenant. Ça ne vient pas d'un endroit particulier, pas plus que le parmesan vient autour de Parme, pas plus que, je ne sais pas, tout produit qui porte le nom d'une localité, mais la plupart des vins. Mais quand, ils disent, mais quand c'est passé dans le langage, on n'a pas besoin de protéger cette indication géographique. Ils seraient tout de suite à cheval là-dessus, ils seraient tout de suite contre. Les investissements sont déjà énormes de part et d'autre de l'Atlantique. Il s'agit d'environ 3 trilliards de dollars, 1000 milliards, 3000 milliards de dollars investis de part et d'autre par l'autre côté, aux États-Unis ou en Europe. Et jusqu'ici, nous n'avons pas vu des investisseurs qui étaient furieux des conditions qui leur étaient données. On n'a pas, à la première page du Monde, tous les soirs, la dispute entre X et Y parce que cet investisseur a été lésé. Mais, qu'est-ce qu'on veut ajouter? L'un des
points les plus dangereux dans le TAFTA, qu'il faut expliquer tout de suite à vos amis, vos familles, vos camarades, c'est le tribunal arbitraire privé. En anglais, le système s'appelle le règlement des, enfin je dirais ensuite en anglais, le règlement des différents États investisseurs. ISDS, Investor to State Dispute Settlement. L'investisseur à l'État pour le règlement des différends. Ce qui veut dire que l'investisseur, s'il estime qu'une nouvelle loi du pays où il est, du gouvernement du pays où il a investi, change la donne et introduit une régulation, une loi, un décret, ça peut être n'importe quelle mesure d'un gouvernement, qui entame ses profits actuels ou même futurs ou espérés, il peut porter plainte devant un tribunal d'arbitrage privé et demander une compensation. Nous avons déjà pas mal d'exemples de cela. Sous ces fameux traités bilatéraux ou plurilatéraux, il existe déjà une dizaine de tribunaux d'arbitrage privés où sont en cours pour régler plus de 560 cas. Les avocats américains qui se sont réunis à Noël à Bruxelles, qui ont des cabinets un peu partout, ce sont des avocats transnationaux, et ils avaient une soirée de Noël, et le New York Times a parlé de ça, et ils léchaient des sucettes de foie gras, et ils se tapaient dans le dos en buvant du champagne, en disant ça va être l'explosion des litiges. Ils s'attendent à quelque chose de magnifiquement rémunérateur, parce qu'il y aura certainement non seulement des cas où ça sera un peu frivole, mais où l'investisseur se dit ben, je vais toujours tenter le coup. Hein. Est-ce que l'Estonie ou est-ce qu'un petit pays, même la Belgique, peut tenir tête à moi? Moi, j'ai un chiffre d'affaires qui dépasse le PNB de la Belgique, je vais lui faire un procès sur tel ou tel truc. C'est tout à fait dans la mentalité. Ça peut parfaitement se passer comme ça. Alors la France a une petite expérience de ces tribunaux d'arbitrage privé. Et la petite expérience s'appelle Bernard Tapie. Oui, ça c'était un arbitrage privé. M. Tapie a fait une demande de compensation de 400 et j'oublie combien de millions d'euros. Et il a gagné. Et très souvent, l'entreprise gagne, c'est pas tout le temps, mais c'est plus de 50% du temps, l'entreprise gagne. C'est très cher de faire ça, parce que le moins cher de toutes les plaintes portées dans ce cadre-là, dont j'ai vu les chiffres, c'était 8 millions de dollars, et le plus cher jusqu'ici, c'est 30 millions. Parce qu'un arbitre, et il y en a 3, coûte 3 000 dollars par jour. Les procès sont très longs. Les avocats, et il faut en avoir au moins 5 ou 6, il faut avoir une équipe d'avocats, que vous soyez le plaignant ou l'État qui se défend, il faut en avoir au moins 5 ou 6. C'est 1 000 dollars de l'heure. Alors ça commence à monter assez vite, comme vous pouvez voir. Les demandes qu'on fait, au moins un tiers dépasse les 100 millions de dollars. Au moins un tiers. Le plus cher qui a été décidé il y a 1 mois ou 2, jusqu'ici, c'est une demande de compensation d'une entreprise de pétrole américaine contre l'Équateur. L'entreprise demandait et a obtenu 1,1 milliard de dollars. Pourquoi? Parce que l'Équateur avait interdit à cette entreprise de forer dans une zone privilégiée, une zone qui était protégée écologiquement. L'Équateur a perdu, l'entreprise
sera payé. Et si, enfin bon, je ne peux pas vous dire combien d'années du budget d'éducation pour l'Équateur ça va faire, ou de santé, mais vous voyez bien que ce n'est pas un pays riche et que ça a une importance considérable. Il y a même des traités comme ça intra-européens entre, c'est sous le droit européen, mais devant un tribunal privé, une entreprise suédoise qui est spécialisée dans le nucléaire fait un procès contre l'Allemagne qui a dit « nous allons sortir du nucléaire ». Et Vattenfall, l'entreprise suédoise, demande 4 milliards d'euros. Et les poussières, enfin des poussières qui sont que des millions. Voilà à quoi on peut s'attendre. Et ceci dans de très nombreux domaines. Alors, ce n'est pas réciproque. L'État ne peut pas porter plainte devant un de ces tribunaux, devant un tribunal d'arbitration privé. Ça va que dans un sens. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous donner des exemples de ce qui pourrait être le cas. Mais là, je commence, mais j'en sais rien parce que, n'est-ce pas, je ne peux pas vous dire pour sûr, mais la France vient d'interdire les OGM. L'investisseur le sait. Il le sait. Mais il y a des investisseurs en France qui ont investi avant que la France fasse cette décision, dont Monsanto, par exemple. Et c'est rétroactif. Si le TAFTA passe, c'est rétroactif. Alors l'investisseur aura le droit de dire « Ah, en 2014, vous avez interdit la production d'OGM, vous avez refusé mon maïs, je ne sais plus quel numéro, et je vais porter plainte parce que ça se plante très très bien aux États-Unis, approuvé une fois, accepté partout, n'est-ce pas? Et je porte plainte. C'est parfaitement faisable. C'est parfaitement faisable que le procès qu'on n'a jamais gagné à l'OMC contre le bœuf aux hormones, mais on a toujours refusé d'importer du bœuf aux hormones. Et on a continué à payer chaque année des amendes, ça a été un petit peu arrangé, il y a eu des signatures à l'amiable, mais on continue à compenser. Est-ce que ça va être de nouveau le cas? Ou est-ce qu'on va dire, oh, ok, on importe du bœuf aux hormones, vous avez signé. Le poulet au chlore. Le poulet, il y a une histoire affreuse, je suis en train d'écrire là-dessus, un bouquin sur le pouvoir des transnationales qui monte tous les jours, l'histoire abominable qui est, bon, d'abord, les usines à poulet, c'est surtout les femmes afro-américaines. Elles sont mal payées. Elles doivent faire, c'est presque incroyable, je me demandais s'il n'y avait pas une erreur dans le rapport que j'ai lu. Mais apparemment non. Elles font, c'est pour l'abattage des poulets, elles font 2,6 poulets par seconde. 140. Les entreprises veulent deux choses. Augmenter les débits à maximum 175 oiseaux à l'heure, ce qui ferait 3. Un peu plus de 3 poulets à la seconde. La deuxième chose que veulent les entreprises, c'est qu'il n'y ait plus d'inspection par des inspecteurs du gouvernement qui peuvent débarquer quand ils veulent. Et ils veulent que le personnel soit chargé aussi de la sécurité, de l'inspection, etc. Si c'est obtenu, je ne sais pas ce que fait l'Europe. Est-ce que nous disons, ah oui, à la fin, on rince le poulet au chlore. Ça, c'est en fin de chaîne, avant de le vendre. Et puis on injecte des produits chimiques, je ne sais pas lesquels. Alors, est-ce que l'on dit, on importe ce poulet?
je vous vois tous avoir envie de venir. Est-ce qu'on dit on compense d'une manière ou d'une autre si on refuse cela? Je ne sais pas. Mais je sais que le TAFTA pourrait avoir son mot à dire là-dessus d'une manière ou d'une autre s'il y a des entreprises de poulet qui investissent en Europe. Voilà une très mauvaise idée. Qui est derrière ce TAFTA? C'est du nouveau, c'est les mêmes suspects. C'est les gens qui ont en 1995 fondé mais c'est beaucoup plus que ça maintenant, parce que toutes les grandes lobbies pour les entreprises transnationales, que ce soit américaines ou européennes, ils veulent tous la même chose. Alors ça peut être le RT, la table ronde des industriels européens. C'est 50 PDG des plus grosses entreprises, c'est même pas un lobby, comme dit un ancien commissaire et même monsieur président de Goldman Sachs, Peter Sutherland, et il dit, vous comprenez, le ERT, c'est pas une lobby, c'est quelque chose où chaque membre a accès au gouvernement pluriel au plus haut niveau quand il veut. C'est plus qu'un lobby. Bon, eux, et en Europe, il y a aussi Business Europe, qui est l'ancien UNICE, dont notre cher Ernest Antoine Sellier a été président. Maintenant, c'est Business Europe, ça s'appelle en anglais Business Europe, et ils sont à 100% dans la préparation du TAFTA. Du côté américain, c'est l'Association nationale des manufacturiers, c'est la Chambre du commerce américaine, c'est internationalement la Chambre du commerce internationale. Ils veulent tous la même chose et il faut croire que nos gouvernements veulent tous les mêmes choses qu'eux. Ou alors ils sont blâmables parce qu'ils n'ont pas étudié la question, mais ils ont tous signé le mandat. Et le mandat dit les questions sont accès au marché, plus de libéralisation pour les investissements, et puis des régulations, c'est les barrières non tarifaires et les règles. Ils ont tous signé le mandat, qui est disponible en français. Le Parti communiste l'a publié, et j'ai vu qu'il y a le livre de Patrick Le Yarec, qui s'appelle Dracula quelque chose, je ne sais plus. Mais si vous voulez lire le mandat en français, c'est un document fuité. Il a dû le traduire de l'anglais. Moi, je l'ai eu en anglais. Mais ça n'est pas... Même ça, c'est pas public. Alors, c'est toutes ces organisations qui, petit à petit, deviennent de plus en plus officielles. C'est comme ce rapport sur la compétitivité livré à François Hollande par M. Jean-Louis Beffa et M. Gerhard Kromm, qui sont respectivement M. Saint-Gobain et M. Siemens, je crois. J'ai peut-être une erreur sur... oui, ThyssenKrupp, pardon, c'est pas Siemens. Alors, tout de suite, François Hollande fait de ça sa politique. Ces deux messieurs sont aussi dans la table ronde des industriels, ils sont aussi dans la machinerie du TAFTA. Ils veulent... Excusez-moi. Alors, on a fait beaucoup plus récemment, non pas le Transatlantic Business Dialogue, mais le Transatlantic Economic Council, qui est, je vous cite, une entité politique pour superviser j'ai tendance à crier, alors ça m'irrite la gorge. Je veux que tout le monde entende, mais ça n'a qu'un certain force. Voilà. Oui, Transatlantic Economic Council,
est une entité politique pour surveiller et accélérer la coopération gouvernement à gouvernement avec l'objectif de faire avancer l'intégration économique entre l'Europe, entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Ceci est une entité, le Transatlantic Economic Council, politique. Ça a été fondé par Mme Merkel, Monsieur le Président Bush et Monsieur Barroso. C'est nommé, ça n'est que des entreprises transnationales, ça a un rôle politique, officiellement politique, qui est d'accélérer l'intégration économique. Intégration, ça veut dire on a les mêmes règles, on fait les mêmes choses de la même manière. Approuvé une fois, accepté partout. Et puis, en Europe, on utilise toujours le mot de stakeholders, les parties prenantes. Est-ce que vous avez rencontré ce mot? Est-ce que vous êtes des parties prenantes de ces accords? On ne parle jamais de citoyens. On parle de parties prenantes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à nous de choisir qui ils sont. Ils sont, pour une entreprise, les parties prenantes, les stakeholders en anglais. Stake, ça veut dire toujours quelque chose de commercial ou de... Ça a à voir avec l'argent, avec un pari. C'est toujours quelque chose de commercial. Et quand on dit ça, on parle en fait des affaires, on parle de certaines professions, certaines entreprises, des clients, mais on ne parle pas des citoyens. Alors, c'est eux qui vont décider, ceux qui sont les parties prenantes officielles. Et ils disent aussi, je cite Hillary Clinton, le TTIP est autant un impératif stratégique qu'un impératif économique. On peut continuer, mais ce que je veux dire, c'est une atteinte à la démocratie. Les citoyens n'ont pas le droit de regard, ils n'ont pas le droit de savoir ce qu'ils négocient, quand c'est négocié. Ils n'auront pas le droit de ratifier, d'avoir un référendum là-dessus. On a eu une conversation au dîner, on ne savait pas, et moi je ne sais pas, si même les parlements individuels peuvent ratifier. C'est sûr que les parlementaires européens doivent ratifier. Mais ce n'est pas sûr du tout que ce soit aussi le cas du Parlement individuel. Excusez-moi. Alors, je vous ai déjà dit à peu près ce qu'il y a dans le contenu. C'est un peu sur les tarifs, les frontières, beaucoup sur les investissements, en particulier le système de règlement des différends par tribunaux privés. Ensuite, il s'agit de règles. Il s'agit de groupes de travail qui sont à l'œuvre depuis très longtemps et ils ont dû se dire maintenant c'est mûr pour être mis dans le traité parce que ça le rendra contraignant. Seulement les gens commencent à comprendre que toucher aux règles, c'est toucher à tous les aspects de leur existence. C'est toucher à l'environnement, c'est toucher aux médicaments qu'ils prennent, c'est toucher à la propriété intellectuelle. Parce que si les Américains ont gain de cause, ils ne veulent pas du tout qu'il y ait des médicaments
générique. Si on fait, ils vont appeler ça une atteinte à la propriété intellectuelle. On peut changer une molécule et obtenir un brevet aux États-Unis. Donc, si c'est le seul produit permis sur le marché et le générique et manque cette molécule-là, ça sera protégé encore pendant 20 ans. Les États-Unis dépensent beaucoup plus sur le système de santé sans avoir une couverture comme à un pays normal européen. C'est aussi pour ça que l'opposition est en train de croître. Les gens reconnaissent ce qui est contenu dans ce système d'arbitration, mais aussi dans le système de baisser les règles. Et la Commission oppose l'argument qu'il y aura des compensations pour les Européens, parce que selon une étude que la Commission a fait faire par un think tank à Bruxelles, l'économie européenne, je cite, devrait bénéficier de 119 milliards par an, équivalent à un bonus pour chaque famille européenne de 545 €. Oui. Mais quand vous allez sur le site de la boîte qui a fait cette étude, vous vous rendez compte que ça c'est leur estimation le plus optimiste, ce que je viens de vous lire, et ça n'est qu'au bout de 10 à 15 ans. Il ne faut pas gober ce que vous raconte la Commission. Alors, je voudrais vous dire un peu plus, et puis je vais me taire parce qu'il commence à faire tard, comment nous pouvons faire, et puis, mais je veux vous lire les choses du questionnaire parce que la Commission commence à être drôlement inquiète. Elle a peur parce que justement les gens comme vous, qui sont dans des collectifs ici, mais aussi en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays, les économistes atterrés, et leur équivalent en Espagne, en Italie, etc., viennent de se fédérer dans un grand truc d'économistes contre le TAFTA et d'autres, entre guillemets, remèdes en Europe. Il y a trop de monde qui sait un peu ce qui se passe. Alors, ils se sont fondus d'un guide, un questionnaire, une chose de réponse et de questions-réponses, que je vais trouver ici. Est-ce que je dois m'inquiéter Ça, c'est la question. La question publiée par la Commission à la fin de 2013. Dois-je m'inquiéter sur les normes actuelles de l'Union européenne, des normes pour le consommateur, l'environnement ou la protection de la santé? Réponse: non. Nous n'allons pas négocier des niveaux existants de protection pour le bénéfice de faire un accord. Notre niveau élevé de protection ici en Europe est non négociable. Nous avons naturellement la possibilité d'apprendre les uns des autres, mais il n'y aura aucun compromis sur la sécurité, la protection du consommateur ou de l'environnement. Bon, je suis heureuse de l'apprendre. Est-ce que les supermarchés européens seront remplis de viande d'animaux américains nourris aux hormones? Non. Non. Les négociations il ne s'agira pas dans les négociations de compromettre la santé de nos consommateurs pour des gains commerciaux. Est-ce que les États-Unis et l'Union européenne vont harmoniser leurs normes? Non. Harmonisation n'est pas à l'ordre du jour.
Alors je me demande pourquoi bossent les transnationales ensemble depuis 20 ans. Le TTIP, c'est-à-dire le TAFTA, il ne s'agit pas de convaincre les uns les autres de changer nos systèmes respectifs, mais plutôt de trouver le moyen de faire marcher nos systèmes de manière plus coulante. Bon. Il y a un problème philosophique ici, parce que s'il ne s'agit pas simplement du bœuf aux hormones, du prix des médicaments, de l'environnement, de fractures hydrauliques, etc. C'est que, à la base de l'attitude américaine, il y a le principe que s'il y a un doute sur un produit, sur un processus, vous le mettez sur le marché quand même, si la science n'a pas prouvé, sans aucun doute possible, que le produit ou le processus est nocif. Et puis, il y aura, s'il y a des gens qui s'estiment lésés, il y aura des litiges, et puis à ce moment-là, on peut remettre la question à l'ordre du jour. Mais tant qu'il n'y a pas d'histoire, tant que les gens ne se plaignent pas, on laisse couler. Les Européens, c'est très différent. Je ne dis pas que l'Europe mérite la croix d'honneur pour ces procédés, mais c'est quand même mieux qu'aux États-Unis, parce que l'idée, c'est exactement le contraire, c'est le principe de précaution. Si vous êtes devant un produit ou un processus et vous ne savez pas si c'est nocif et s'il y a certains signes que ça peut l'être, à ce moment-là, vous dites on va continuer la recherche, mais on ne met pas sur le marché. Voilà. Alors, je préfère, je pense que vous êtes nombreux ici, à préférer ce système-là. Et c'est ce qui nous risque de se casser. Encore une question. Pourquoi on a besoin de ce système d'arbitration? Le type des relations publiques de l'Europe nous dit la raison pour laquelle le ISDS, c'est-à-dire ce système d'arbitrage privé, est nécessaire dans le TAFTA, c'est que le système américain ne permet pas aux compagnies d'utiliser des accords internationaux comme le TAFTA comme une base légale dans leur cours national. Donc, les compagnies européennes ne seront pas en mesure de faire tenir leur accord à travers, ne pourront faire tenir leur accord qu'à travers un travail d'arbitration international comme le ISDS. Je dis à ça, il faut répondre, rentrez chez vous, Américains, et changez votre système local. C'est pas comme si nous étions en République démocratique du Congo. Les cours sont plutôt fiables. Les cours ne sont pas notoirement corrompus. Vous pouvez porter plainte devant un tribunal français, vous pouvez porter plainte si vous êtes français devant un tribunal américain, mais pourquoi accepter? Parce que dans la Constitution américaine, ils disent qu'ils ne veulent pas qu'un traité international soit la base d'un système où l'investisseur peut porter plainte contre l'État. C'est aberrant. Je trouve qu'on n'a pas du tout à accepter ça. Et puis, il faut savoir que les États-Unis n'ont pas accepté des quantités de conventions, que ce soit de l'Office international du travail, l'OIT, que ce soit la Convention sur la biodiversité, que ce soit la Convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO. Il y a beaucoup de choses que les États-Unis ont refusé de signer et que les pays européens ont signé. Alors, si on veut faire un changement dans la loi en France, qui porte sur une convention de ce type, et les Américains ne l'ont pas signé,
Je trouve que c'est injuste au départ. Bon, il y a énormément d'autres choses que je pourrais vous dire, mais ça peut sortir dans les questions. Pardonnez-moi, j'ai parlé tout de même presque 1 heure, mais vous pouvez voir que ça me tient beaucoup à cœur, que je crains pour l'avenir de l'Europe, je crains pour la démocratie, je crains pour la protection de tout le monde. Et ce dont j'ai peur, mais là aussi je ne peux pas le prouver, c'est que, comprenant maintenant à Bruxelles que nous commençons à avoir une idée de ce qui se passe et de ce qu'on essaie de nous faire avaler, j'ai peur qu'il fasse bouger tout le chapitre sur les régulations et qu'il le mette ailleurs. Parce que si ce type de relations publiques peut dire non, on ne va pas harmoniser les normes, non, on ne va pas négocier les niveaux de protection. Si c'était vrai, mais vrai seulement dans le sens où ils mettent ça dans un autre véhicule légal, qu'ils attachent d'une manière ou d'une autre au traité, ils commencent à parler de ça. Ils ont commencé à parler de ça en 2012. Et c'est Business Europe et la Chambre de commerce américaine qui ont initié ça et qui ont fait un papier assez technique là-dessus que j'ai lu. Et puis j'ai découvert qu'il y a quelque chose à Bruxelles qui s'appelle le Forum européen du risque, entièrement composé d'entreprises transnationales qui les conseillent sur la manière de mettre tout ce qui concerne les risques en dehors du traité. Enfin, ce n'est pas fait encore. Mais je crains qu'ils essaient de trouver le moyen de s'esquiver pour qu'ils puissent dire au public, mais rassurez-vous, il n'y aura pas de... Et on vous montre le chapitre sur les régulations, vous verrez, c'est pas grave, ce n'est que les duplicata, c'est pas la peine de refaire les mêmes tests de labo si ça a été fait dans un labo compétent aux États-Unis et un autre labo compétent en Europe. Nous ne le faisons pas 2 fois. Ok, tout le monde peut être d'accord avec ça, mais j'ai peur qu'ils essaient d'esquiver des choses beaucoup plus graves et de les mettre ailleurs. Ils sont capables de tout. Ils veulent absolument faire passer cette législation. Ça fait 20 ans qu'ils le préparent. Les entreprises disent nous allons gagner des centaines de milliards si on peut abolir des tas de règles. Voilà ce contre quoi nous sommes confrontés. Et voilà pourquoi je vous appelle à faire le maximum pour que ça ne passe pas. Mais je crois que nos Passaran et puis Dracula doivent être nos cris de guerre parce que nous pouvons gagner. Merci beaucoup.